Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance ce soir devant votre petit écran sur Equinox Télévision. La nation tout entière se montre préoccupée en ces temps, davantage en ce mois d'octobre en cours par une pathologie qui fait des ravages à la fois au Cameroun et en Afrique. Il s'agit du cancer qui sévit sous plusieurs formes, affecte les hommes, les femmes, les jeunes et justement les personnes âgées, indépendamment des couches sociales. Chez les femmes, ce cancer se montre multiforme. Le cancer du sein, celui du col de l'utérus, et chez les hommes, pour ne citer que cela bien sûr, et chez les hommes, le cancer de la prostate, qui fait partie de l'un des cancers les plus redoutés par cette catégorie sociale. L'une des questions majeures de l'heure est justement celle de savoir comment réduire le taux de prévalence de cette pathologie. Nos approches thérapeutiques sont-elles adaptées? Et partant, que sont devenus les différents cas de patients souffrant de cancer que vous avez découverts sur ce plateau, dans cette émission? Regard Social donne la parole ce soir aux experts. Regard Social questionne l'approche thérapeutique et évalue d'ailleurs cette approche thérapeutique dans notre contexte social et marque ainsi sa part de contribution dans ce concert de la sensibilisation et de la lutte contre une maladie dangereuse, silencieuse et pernicieuse. Tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, vous en saurez davantage sur une pathologie qui sévit, sur une pathologie qui fait pleurer des familles, sur une pathologie qui nécessite une mobilisation financière impressionnante, importante. Évidemment, vous aurez droit au récit de vie des patients que nous avons reçus sur ce plateau. Que sont-elles devenues? Ne manquez pas un seul instant de ce rendez-vous avec, comme il est de tradition, en deuxième partie, la réaction des experts qui seront là évidemment pour nous édifier. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes. À tout de suite. Nous l'avons rencontré en mai 2017 et c'était le 17 mai pour être précis. Vous découvriez son histoire sur les antennes d'Equinox Télévision dans le cadre de cette émission. Il s'agit d'une jeune Camerounaise qui souffre d'un cancer. Elle est orpheline de mère, abandonnée par son père. Elle vit désormais seule. Évidemment, elle souffre énormément de cette pathologie qui a rendu son quotidien bien plus difficile. Elle est seule depuis un moment à porter la croix de cette souffrance. Mesdames, Messieurs, je vous propose de revivre cette histoire, l'histoire de Nadège. Nadège que vous avez connue, que vous avez découvert à travers cette émission. Je vous replonge dans son quotidien sous le regard de M. Samuel Tchoufa et la plume de Flavien Valondongo et juste derrière, quelques nouvelles fraîches. C'était un après-midi ensoleillé, sous le ciel d'un quartier populeux de l'arrondissement de Douala 5e. Les inondations spectaculaires, tasses quotidiennes des habitants sont diluées sous le ton clément du temps. Nadège Tchamba se rend au marché pour la première fois depuis l'apparition de la lune du mois de mai 2017. Le visage clément, elle a le cœur alourdi par un quotidien de misère. Un bienfaiteur de passage vient fraîchement de lui offrir la maudite pièce de 500 francs CFA, moins d'1 €. Peut-être insignifiant, mais cela constituera son repas, probablement mensuel, jusqu'à la prochaine visite divine. N'est que l'arbre qui cache la forêt d'une pathologie qui a rendu son corps à l'état de moignon.
Nadège a vu cette pathologie se développer en 3 ans, à une vitesse vertigineuse. Tout est parti d'un simple bouton cutané. Je me suis réveillée un matin, j'ai senti mal du côté de ce bras. Et quand j'ai senti mal de ce côté, j'ai vu qu'il y avait l'apparition d'un petit bouton. J'ai laissé le bouton croyant peut-être que c'était un début d'abcès. Le bouton est resté pendant 3 semaines. Ça n'a pas mûri. Moi-même, j'ai forcé à percer. Quand j'ai percé, ça coulait le sang. Après, je me suis rendue, quand je suis rentrée ici à Douala, je me suis rendue à l'hôpital des Sœurs de l'Opom. Quand je me suis rendue à l'hôpital des Sœurs de l'Opom, on m'a dirigée en petite chirurgie. Quand on m'a dirigée en petite chirurgie, c'est où on a incisé le bouton qui était apparu sur le bras ici. Quand on a incisé le bouton maintenant, c'est comme ça que le médecin m'a prescrit les antibiotiques que je devais boire, les anti-inflammatoires. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai consommé ces anti-inflammatoires. J'ai constaté que quand je consommais ces anti-inflammatoires, là où on avait incisé le bouton, la chair remontait. Nadège est allée d'hôpitaux en hôpitaux. Elle a été consultée par des médecins qui ont rendu un diagnostic qui lui impose un suivi médical adéquat. Mais que faire face à la misère ambiante dans laquelle baigne Nadège? Il n'avait pas les moyens pour continuer à suivre les prescriptions médicales. C'est où maintenant le major de l'hôpital a dit que mon cas était tellement précieux qu'il fallait qu'on me transfère à l'hôpital à Kintini parce qu'il n'y avait pas de spécialistes qui pourraient continuer à me suivre là-bas. C'est où maintenant ils m'ont transféré à la Kintini. Ils m'ont amené en oncologie là-bas. Et même ils n'avaient plus les moyens pour me suivre. Pendant que moi aussi j'essayais de contacter ma famille et tout, personne ne venait. La seule personne qui était toujours là à monter et descendre, c'est mon grand cousin. Lui-même qui se bat avec ses moyens, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'y avait pas moyen. Privé de soins à cause des moyens financiers limités, Nadège embrasse la mendicité à l'hôpital à Kintini de Douala. Elle se résout alors à approcher tout visiteur de cet hôpital, à commander des pièces de monnaie qu'elle collectionne pendant 8 mois. 8 mois de mendicité intense, juste pour se soigner. Mais au bout du compte, toujours pas de solution. Avec mon état de santé et mon état, je n'ai plus honte de manger, de demander quelque chose à quelqu'un. Non, n'importe qui que je peux voir sur mon chemin, qui peut me donner 5 francs pour pouvoir souvenir au quotidien, je lui demande. Même pendant que j'étais internée à la Kintini, ce sont les gardes malades et certains malades qui m'apportaient à manger, pour manger, qui me dépannaient. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de demander quelque chose qui peut vraiment m'aider à me nourrir. Je ne sais vraiment quoi dire par rapport à la famille parce que maintes fois j'ai interpellé la famille, personne n'a riposté. Ils ont toujours dit qu'ils avaient leurs propres problèmes, mais ils n'ont jamais réagi par rapport à ça. Je me suis même déplacée, on a même organisé des réunions familiales, j'ai assisté, j'ai plaidé. Mais ils n'ont jamais rien fait. Même pendant que j'étais internée à l'hôpital, personne n'est passé. C'est les inconnus qui venaient me voir, qui lavaient même mes habits. À l'âge de 10 ans, sa mère l'abandonne. Elle décède des suites d'une maladie. Et lâche Nadège, fille unique, sur la terre.
dans les bras de son père. Nadège se battra, toute seule, sans maman. Elle se verra brutalement sévrée de cet amour maternel, juste à l'entrée dans sa vie d'un invité spécial. Une maladie qui a fini par lui arracher la joie de vivre et sa beauté de jeune fille. J'ai eu un ami pendant que j'avais cette maladie. Je n'avais même pas encore cette maladie. C'est pendant qu'il était avec lui que la maladie a évolué. Mais il m'a abandonné. Il n'a pas pu supporter ma situation. Il m'a abandonné. Aujourd'hui, quand un homme même m'aborde, lorsqu'il remarque que j'ai un truc pareil, il prend ses distances. Bon, aujourd'hui, je suis délaissée par moi-même. Mais depuis ces 3 ans que je n'ai pas continué avec la procédure de la chimiothérapie dont le médecin est prescrit, la maladie est en train de se reprendre sur tout le corps parce que le médecin avait dit ceci, que la chimiothérapie est une séance qu'on doit suivre progressivement. Lorsqu'on arrête, ça multiplie les cellules cancéreuses dans le corps et ça crée les métastases. Ça s'est déjà repenti presque sur tout mon corps et je passe toutes les nuits sombres de douleur, je me tue de douleur. Et je n'ai personne pour me venir en aide. Car je suis orpheline depuis l'âge de 10 ans. Je n'ai personne. Je me bats au quotidien tout seul par rapport à cette maladie. Toutes les nuits, je me hurle de douleur. C'est pourquoi je crie afin que vous veniez à mon aide. Afin que je puisse aussi retrouver la santé et d'être aussi une personne ordinaire dans cette société. Et pouvoir aussi faire quelque chose parce qu'avec cette situation, je ne peux même pas faire quelque chose qui peut me rapporter même 100 francs. Je suis qu'à la maison, je ne peux pas travailler, rien faire. Je suis invalide. Ce mal vraiment est en train de me finir à petit feu. C'est grâce à cette maladie que je n'ai pas pu continuer mes études scolaires. Si franchement, cette maladie est repartie sur toutes les parties de mon corps, même les parties intimes. Vous voyez vous-même, vous pouvez constater par vous-même, ça ne va pas. Nadège vit seule, sous l'indifférence d'un père qui la traite de sorcier, du fait de son refus catégorique à intégrer sa religion. Elle subit régulièrement les foudres et moqueries de son entourage. Beaucoup au quartier disent de cette maladie que vraiment c'est la lèpre. D'autres disent que c'est le sida, que je vais contaminer tous les gens, tout le monde. C'est quand je passe au bout du doigt, on dit voilà la sidéenne là. Ça me frustre, vraiment, je suis dépassée par la situation. Parfois d'autres même me fuient à cause de ces maladies, disant qu'il n'y a plus de vie en moi ni de santé, que je vais les contaminer. Aujourd'hui, je suis seule dans mon coin, j'ai plus d'amis. À cause de ça, quand je passe, on me pointe au bout du doigt. Sans papa, vraiment... je ne peux rien dire de ce papa parce que accoucher un enfant et il repousse seulement l'enfant, il ne veut même pas sentir de cet enfant. Parce que papa, depuis qu'il est entré dans une église, je ne sais pas quelle église il est allé entrer, bon, il ne veut plus ressentir de son enfant. Quand son enfant veut dire tout, ce n'est que l'église qui peut te guérir. Son enfant, elle a passé 8 mois à la cantine, il n'est jamais passé là-bas. Rien pour savoir.
Mais quand j'arrive ici et vois son papa, il demande l'enfant, il dit tu me demandes l'enfant que c'est ton enfant. Souvent, si j'aime me voir ici, il peut risquer de prendre la machette sur moi. Son père, c'est mon oncle. Son père, le grand frère à ma maman. Moi, j'ai dit, je ne peux pas abandonner cet enfant comme ça là. Elle est l'unique enfant. Moi, je me pose des questions. C'est quel genre d'église qui entrent là avec un seul enfant, l'unique. Il ne parvient pas à regarder cet enfant. Ça nous dépasse. Cette situation, ça nous dépasse. Nadège, combien de malades à travers le Cameroun auraient pu se soigner si elle avait bénéficié d'une assurance maladie universelle? Nadège est aujourd'hui condamnée à vivre d'espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur. L'espoir d'une guérison qui ne pointe malheureusement pas à l'horizon. Ce qui me choque le plus, c'est que grâce à cette maladie, j'ai pas pu continuer mes études scolaires et que quand je vois mes camarades de ma tranche d'âge qui sont aujourd'hui des grandes personnalités, parfois d'autres même me fuient. C'est pourquoi vraiment j'aimerais qu'on m'apporte de l'aide afin que vraiment je retrouve la santé et redevenir une personne ordinaire. Ainsi va Nadège, jeune Camerounaise âgée de 27 ans qui souffre non seulement d'une pathologie, mais aussi son statut social est davantage inquiétant, tel que vous avez pu vous en rendre compte en suivant ce reportage. Elle est fille unique, orpheline de mère, abandonnée par son père, par conviction religieuse, telle que l'a témoigné un membre de la famille que vous avez écouté. Il est question de contribuer à donner du sourire à Nadège, Nadège qui est avec nous sur le plateau ce soir. Nadège dont l'histoire a été portée à votre attention en mai 2017. Qu'est-elle devenue? Nadège est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir Nadège. Bonsoir monsieur Eric Wamo. Alors, comment ça va? Ça va mieux monsieur. Okay. Ça va mieux, c'est-à-dire? Ça va mieux parce qu'on a commencé avec les séances de thérapie, mais on n'a pas encore achevé. Ok. Alors, depuis votre passage sur ce plateau en mai 2017, monsieur, qu'est-ce qui a changé? Depuis mon passage sur le plateau, depuis mai 2017, j'ai commencé à ressentir un changement au niveau peut-être des douleurs. J'ai passé des nuits, auparavant je passais des nuits sombres, je n'arrivais pas à dormir, j'avais les douleurs. Mais depuis lors où on a commencé avec la procédure du traitement, je dors paisiblement et physiquement même, j'ai remarqué un petit changement par rapport à ce qu'on vient de montrer à l'écran quand on n'avait pas encore commencé le traitement. On a commencé le traitement à la Quintini par la prescription de monsieur, le docteur Fonquois Célestin. Il m'a prescrit 6 séances de chimiothérapie dont une séance coûtait 130 000. Et avant de faire cette séance de chimiothérapie, il fallait passer à certains examens à chaque fois. Donc, avec l'aide des hommes de bonne volonté, j'ai pu faire 3 séances de chimiothérapie. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis... Il en reste 3. Il en reste 3, voilà. Monsieur Kwamo. Ok. Alors, que dit le médecin pour la suite? Le médecin m'a dit ceci, qu'il fallait que je continue progressivement, qu'il ne fallait pas que on arrête le traitement, puisque comme on a commencé, il ne faut pas qu'on arrête. Sinon, ça pourrait encore causer d'autres problèmes. Oui. Ok. Alors, dans l'élément que vous avez revu ce soir, on faisait état de votre père qui vous a carrément rejeté. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous vivez toujours sous le même toit? Vous avez dû partir finalement? Je suis partie parce que non seulement, même pour manger, même, je ne pouvais pas. Si je suis partie chez mon cousin, passer à la maison là-bas, lui il ne me gérait plus. Donc j'étais obligée d'aller au secours de mon cousin qui est sur ce plateau ce soir, auquel lui aussi essaie, même si c'est comment, puisque lui-même il ne fait rien.
il se battait à la douche. La communauté a arraché sa marchandise, donc lui aussi sort aussi comme ça. Ce qu'il peut attraper, il attrape, il vient à la maison. On se bat pour le quotidien. C'est comme ça qu'il dit que bon, bête que de rester dans la solitude à la maison. Bête, je m'avais moi chez mon cousin. Je restais là-bas. C'est de là où, pendant que je suivais mes chemins, j'étais là-bas chez lui. D'accord. Alors, rendu à cette étape, quel est le message que vous avez, que vous portez en cœur, le message que vous souhaitez partager avec les téléspectateurs qui vous ont aidé jusqu'ici? Ce que je veux partager avec les hommes de bonne volonté ce soir, c'est d'abord, une fois de plus, de les remercier pour le geste qu'ils ont fait pour moi, afin que je retrouve au moins un peu le sourire que j'ai aujourd'hui, parce que vraiment, je n'arrivais pas à sourire les mois antérieurs. Donc, je crie encore devant eux ce soir que vraiment, qu'ils continuent à me soutenir, qu'ils ne me laissent pas dans cette situation, parce que vraiment, c'est un fardeau si lourd, qu'ils ne me laissent pas, qu'ils ne m'abandonnent pas en cours de chemin. Que vraiment, que Dieu pourvoie, afin qu'ils continuent à mettre la main dans la poche et de me soutenir, afin que je puisse finir avec ces séances de chimiothérapie, parce que ils ont énormément contribué. Ça ne vaut pas la peine d'abandonner une grosse somme d'argent qu'ils ont contribué et de me laisser pour que la maladie recommence. Que je les prie vraiment de continuer à me soutenir afin que je finisse avec ces séances de thérapie. Très bien. Votre message est passé. Alors, jusqu'ici, quelle est la démarche qui a encadré le suivi de Nadège depuis son passage en mai dernier? Irène Tembe est avec moi sur le plateau ce soir. Bonsoir Irène. Bonsoir Eric. Alors, depuis le passage de Nadège sur le plateau de Regard Social, il y a eu des réactions, des âmes sensibles, de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Quel est à ce jour le point des contributions et l'usage qui en a été fait? Très bien. Les contributions pour Nadège se sont élevées à un montant de 775 000 francs CFA. Et Nadège a commencé sa chimiothérapie au mois de juillet. Et au mois de juillet, il a fallu qu'elle soit internée à l'hôpital La Quintini. Elle a commencé d'abord avec une batterie d'examens dont on a dépensé la somme de 400 000 francs CFA. Elle a été internée, il lui fallait des transfusions sanguines et tout avant de commencer la chimiothérapie. Et le 9 juillet, elle est encore revenue pour acheter des poches de sang et tout. On a dépensé une somme de 100 000 francs CFA. Et le 12 juillet également, ils sont encore revenus toujours parce qu'il y avait des médicaments et des transfusions sanguines à faire et tout. On a dépensé une somme de 125 000 francs CFA. Ce qui faisait qu'elle avait subi déjà 2 chimiothérapies. Au mois d'octobre, c'est-à-dire dernièrement le 6 octobre, elle s'est rendue dans nos locaux parce qu'il fallait qu'elle accomplisse la 3e chimiothérapie. Malheureusement, nous étions déjà à des dépenses de 750 000 francs CFA. On n'a pu que lui donner la somme de 25 000 francs CFA. Qui était le reliquat. Oui, qui était le reliquat de ce qui restait. Ce qui fait qu'actuellement, Nadège, franchement, n'a plus rien dans la caisse. Il faut vraiment que nous mettons la main à la poche pour qu'elle puisse continuer ces 3 dernières chimiothérapies. Très bien. Alors, les chiffres, vous les avez sur votre petit écran en ce moment. 785 000 francs collectés entre le 11 mai 2017 et le 6 octobre 2017, dépenses 785 000 francs CFA. Alors, Nadège, vous êtes sur ce plateau aussi pour apporter des éclairages et surtout une confirmation, apporter votre sceau au rapport qui vient d'être présenté. Est-ce que vous confirmez les données présentées par Irène Tembe? Oui, monsieur Kwamon, je confirme. Bon, c'est bien ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Très bien. Donc, il en faut encore plus, mesdames et messieurs. Nous devons, dès cet instant, nous mobiliser. Le numéro va s'afficher au bas de votre petit écran. Nous devons, dès cet instant, nous mobiliser pour soutenir cette Camerounaise en difficulté, pour lui permettre de retrouver le sourire, pour lui permettre de vivre, elle aussi, comme vous qui nous regardez ce soir, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le moindre geste que vous ferez ce soir contribuera à donner du sourire à une âme qui en a besoin, à une âme en situation de souffrance. Il lui reste 3 séances de chimiothérapie à effectuer. Vous évaluez à combien les 3 séances? Une séance monte à 150 000 parce qu'avant les séances, il y a une série d'examens. Oui.
Seulement les médicaments vont à 130 000, plus le coût de la chimio. Une séance monte à 150 000 s'il faut. Voilà, donc évaluation autour de 1 million de francs CFA. Alors voilà pour ce qui est du cas de Nadège. N'hésitez pas, vous avez des plateformes numériques qui vous permettent de réagir, d'apporter tout de suite votre contribution. N'hésitez pas, faites-le tout de suite. Vous contribuerez ainsi à sauver une vie, car il est question pour Nadège de poursuivre son traitement, de respecter le protocole qui lui a été prescrit par le médecin, l'expert qui la suit depuis quelques mois maintenant, pour être précis depuis 5 mois. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons franchir un autre palier. Il s'agit d'un autre cas, une femme qui souffre d'un cancer, un cancer redoutable dans la classe féminine en Afrique et au Cameroun. Il s'agit du cancer de l'utérus. Cette dame souffre énormément. Nous l'avons rencontrée à Douala. Marie-Florence, dans son environnement immédiat, sous la caméra de Samuel Tchoufa, la plume de Flavien Balondongo et le doigté de Warren Zede. Je vous propose de suivre cet élément et juste derrière, des nouvelles fraîches. A tout de suite. Le médecin qui m'a opéré m'opérait que c'était les fibromes. Quand il a opéré, le lendemain, je vois le sang. J'ai dit à ma fille, ma jeunesse, pourquoi je ne fais que saigner? Pourtant, le médecin avait l'argent qu'il a demandé, c'était pour enlever l'utérus. Elle me dit ceci, oh, laisse d'abord, le médecin a dit que c'est à Douala que tu vas guérir. C'est à Douala dont le médecin, là où nous sommes partis, le médecin a déclaré ceci, que j'aille chez un appart, il a prescrit l'examen, que j'aille voir un anapathe pour qu'on fasse la biopsie du col. C'est cette biopsie qui a déterminé que c'était le cancer du col de l'utérus du type EOA. Marie-Ange est malade depuis 2 ans. Les spécialistes de la santé ont découvert qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus. Son appareil génital est envahi par des ganglions dont la douleur qui se dégage lui fait passer des nuits blanches. Quand la douleur commence, c'est comme ça que je pleure, je peux rester pleurer comme ça pendant 2 heures du temps, c'est toujours comme ça. Il reste une seule quoi dire, je dis c'est maman, je vais mourir à cause d'argent pour me soigner, me faire soigner. Le ventre me fait mal, les douleurs. Au niveau où il y a les ganglions, là, le ventre me fait très mal par moment. Je ne sais comment faire. Je la revois il y a quelques jours de cela et je me rends compte qu'elle est complètement dévastée. Elle a changé, c'est plus Marie-Ange que j'ai connue à l'époque. Elle était très très joviale, très belle et tout. Et bon, elle m'a dit qu'elle a un cancer du col de l'utérus. C'est des choses que je vis constamment au quotidien. J'ai une amie qui a perdu son frère d'un cancer de la prostate, cancer de la prostate, et une autre qui a perdu toujours son frère du cancer du cerveau. Et ça m'a vraiment touchée. J'ai dit qu'elle a besoin d'aide. Et franchement, c'est pas évident. Un cancer, c'est pas comme elle a dit, c'est pas un palu, c'est pas un mal de tête. Un cancer, c'est une maladie très sérieuse qu'il faut prendre au sérieux. Marie-Ange fait parfois des tours à la cuisine lorsqu'elle trouve un petit soulagement. Mais elle a perdu l'appétit. Se nourrir est désormais une preuve difficile. Je n'arrive pas à manger. J'ai faim. Je ressens comme si j'avais faim. Quand je me sers, je ne parviens pas, ça ne passe pas. Et comme ça, c'est tout le temps. Je suis fatiguée, j'ai toujours une anémie sévère. De temps en temps, il faut envoyer me chercher les feuilles mortes. On prépare, je bois comme une tisane pour me remonter. Je ne me sens pas bien.
Ça ne va pas. Depuis la mort de son époux, Marie-Ange et ses enfants broient du noir. Cette famille, qui occupe une chambre-salon en matériaux provisoires, est dans la douleur. La douleur d'une maman qui est désormais incapable d'entretenir ses enfants, incapable de nourrir sa famille. La question du loyer s'est donc ajoutée à toutes ces difficultés. Le bailleur demande de libérer l'espace. Marie-Ange, nous l'avons rencontrée en août 2017 à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Et ainsi va son quotidien. Évidemment, nous faisons tout de suite le point des différentes contributions que nous avons enregistrées pour soutenir Marie-Ange sur le chemin de la quête d'une solution sanitaire avec Irène Tembe qui est restée avec nous. Alors Irène Tembe, pour le cas Marie-Ange, il faut le relever, dès son passage sur ce plateau en août 2017, les téléspectateurs ne sont pas restés insensibles, il y a eu quelques réactions. Il y a eu des réactions ce soir. Que pouvons-nous retenir de son cas? Les réactions, ce sont les réactions à partir du 18 août. Nous avons eu les différentes réactions. Une bienfaitrice, 10 000 francs. Nambou Alain Armand, 1 500 francs. Choupé et Kamdem, 50 000 francs. Manfo, 5 000 francs. Monsieur et Madame Apia Makepe, 10 000 francs. Giamba Sian, 5 000 francs. Mouchili Sami Idriss, 1500. En tout cas, notons que les contributions sont assez nombreuses et pris par les impératifs de temps. Nous y reviendrons certainement. Mais pour être concis, de manière globale, quel est le montant qui a été enregistré? Le montant qui a été enregistré a été une somme de 1 023 000 francs CFA. Et Marie-Ange a commencé sa première chimiothérapie le 6 septembre 2017 avec un montant de 312 000 francs CFA. Et le 6 octobre 2017, elle a perçu une somme de 161 000 francs CFA, ce qui donne un total de 473 000 francs CFA pour son compte. Il faut bien préciser, madame, que ce jour-là, nous avions 3 cas. Tout à fait, voilà, nous avons 3 cas sur le plateau. Nous avons 3 cas, à savoir Ramatou, cancer au 5, Albertine, cancer au sein, et Marie-Ange Ebelair, cancer du col de l'utérus. Marie-Ange Ebelair, du cancer du col de l'utérus, a perçu une somme de 473 000 francs CFA au total. Et Ramatou a perçu la somme de 275 000 francs CFA. Et Albertine a perçu la somme de 275 000 francs CFA également. Ce qui nous a donné un montant de 1 023 000 francs CFA. Voilà, et il faut rappeler également que beaucoup reste à faire puisque Marie-Ange doit suivre 3 autres séances de radiothérapie d'une valeur d'à peu près 1 million de francs CFA puisque au sens du devis qui nous a été communiqué, il faut environ 312 000 francs CFA par séance de radiothérapie, donc multiplié par 3. Y compris les examens, il faut chercher dans le million de francs CFA pour soulager Marie-Ange dans sa douleur. Alors, vous avez entendu parler des différents cas, Ramatou, du cas Albertine. Toutes ces dames étaient sur ce plateau avec Marie-Ange. Marie-Ange a besoin de vous davantage pour poursuivre son traitement. Mais il faut noter que 2 autres dames que nous avons reçues dans le cadre de cette émission ont connu un destin plutôt tragique. C'est assez douloureux de le dire. Nous n'en dirons pas plus. Nous vous proposons simplement de suivre ce reportage qui met en lumière le destin d'une vie sur Terre. La fin d'un film qui a démarré sur ce plateau. Malheureusement, tout s'est avéré manifestement tardif. Je vous propose de suivre cet élément qui met en lumière les cas Albertine que vous avez écoutés sur ce plateau et Ramatou
Et juste derrière, nous donnerons la parole à nos experts. À tout de suite. Tout le monde m'a abandonné. Aidez-moi s'il vous plaît. Je n'ai personne. Tout le monde m'a abandonné. On m'a abandonné tout avec mon enfant. Aidez-moi, pardon. S'il vous plaît, pardon, aidez-moi. Ouais. Ouais, pardon, aidez-moi, pardon. Si vous ne m'aidez pas, je ne sais pas d'où je vais me trouver. Aidez-moi. Aidez-moi, pardon, l'aide, pardon. Lorsque Ramatou, souffrant d'un cancer du sein, lance cet appel sur le plateau de Regard Social, personne n'y voit les derniers cris d'un malade. La machine de solidarité se met en place. Malheureusement, trop tard. Ramatou n'est plus de ce monde. Elle est partie dans l'au-delà, rallongeant ainsi le registre des victimes du cancer des seins au Cameroun. Ce soir-là, Ramatou partage le plateau avec Albertine. Souffrant aussi d'un cancer du sein, elle use de ses dernières forces pour solliciter le soutien des âmes sensibles. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui je devais me trouver. Comme ça m'a trouvé, je vous en supplie, aux âmes de bonne volonté, tous ceux qui sont en train de me regarder à travers la télé, même ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, pardon, faites quelque chose pour moi. Et surtout à papa, papa Pombia. Pombia, pardon, me voici devant toi qui est en train de crever. Je suis ton enfant, papa. Papa, pardon, sauve-moi. Avec ma mère Chantal bien. Et ton fils, me voici, je pleure devant toi, papa. C'est parce que je ne connais même pas là où tu habites et ton fils. C'est que si je vais venir chez toi, papa, te trouver. 15 jours passent. Bonjour le drame. Du fond de mon cœur, ce jour jaillit pour toi. La dernière mélodie de notre amitié. Et c'est seulement, j'étais sûre de te revoir. Mon ami, j'ai les deux. Seule sa photo décore 4 facettes de bois. Sa photo observe inerte le spectacle des pleurs d'adieu à une femme qui aura porté la croix d'une pathologie sans pitié, le cancer du sein. Albertine avait usé de toutes ses cartes, sollicitant toutes les autorités avec foi, comme cette femme biblique qui avait retrouvé la guérison en touchant le seul vêtement de son maître, Jésus-Christ à Jérusalem. Je termine dernièrement à la cantine quand on m'a envoyé acheter le corset. Papa et toi, je t'ai vu là-bas. J'ai cherché moi-même pour toucher ta tenue. Quoi quand même en touchant ta tenue, je vais un peu me rétablir. Papa et toi. Je n'avais même pas la force, il n'y avait pas moyen le jour que tu es venu voir ton pavillon là-bas. Papa et toi, pardon, je t'en supplie. Je ne peux pas me lever là où je suis, papa, c'est que je suis qu'à genoux.
C'est que c'est à genoux, Non, papa. ça va, maman, ne vous mettez Papa pas. est trop, pardon. Ok. Pardon. Tous les hommes de bonne volonté, même les gens de Mbanga, qui sont en train de me voir à travers la télé. Même ceux qui ne m'appellent même plus depuis, qui ne me saluent même plus. Même ceux qui m'ont déjà même enterré depuis qu'a fait mon funérail. Me voici, je suis revenu. Pardon. Aidez-moi, faites quelque chose pour moi. Maman, on a compris. Mais hélas. Et comme Ramatou, Albertine entame ici son dernier voyage. La fin d'un parcours sur terre. La fin d'une vie qui nous rappelle combien tout est vanité. Hélas. Jusqu'à quand continuerons-nous à vivre de tels drames, à compter le nombre de disparus des suites de cancer, quelle que soit la forme? Vous venez là d'avoir un élément qui illustre combien cette pathologie fait des victimes au Cameroun et en Afrique. Et c'est assez douloureux de savoir que on a partagé des moments avec des personnes qui le lendemain se retrouvent dans l'au-delà. C'est dire combien la vie est, comment le dire, en tout cas que leurs âmes reposent en paix. Nous prierons pour eux, évidemment pour le repos de leur âme. C'est tout ce qui reste à faire. Vous comprenez donc la pertinence, vous comprenez la lourdeur de la tâche qui est nôtre. N'hésitez donc pas, mesdames et messieurs, à faire le geste qui sauve, car le moindre franc que vous débousserez contribuera à sauver des vies, contribuera peut-être à arrêter la saignée. Alors, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec nos experts qui sont en plateau ce soir pour nous aider à comprendre les méandres, les dessous de cette pathologie curieuse, sévère, silencieuse, pernicieuse, qui sévit dans la société camerounaise et africaine. Pour en parler ce soir, nous allons mobiliser toutes nos forces en espérant que nous tiendrons jusqu'à la fin de cette émission. Nous recevons sur le plateau de Regard Social ce soir le docteur Ananga Noah Sidoni. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Vous êtes médecin anatomocytopathologiste. Vous avez partagé ce plateau avec ces dames qui sont aujourd'hui de regretter mémoire. C'est vrai, vous êtes médecin, vous avez peut-être coutume, vous vivez peut-être de tels scénarios au quotidien. Mais comment on vit ça? Je commence par vous présenter à nouveau, à présenter mes condoléances à toutes les personnes qui ont souffert de ces différentes pertes. C'est toujours douloureux de perdre des personnes. Maintenant, vivre au quotidien, moi en tant que médecin en APAT, je reçois les prélèvements. Je le répète souvent, je reçois les prélèvements, rarement les malades. Donc, ceux qui traitent directement avec les malades, ce sont mes collègues tout à fait, cliniciens. qui sont là. Donc, quand je vis un drame de décès par cancer, c'est plus quand ça se passe dans mon entourage. Et comme c'est toujours triste, parce que c'est souvent une bataille de longue haleine qu'on finit par perdre. Dans certains cas, lorsque la préparation psychologique, la préparation psychosociale est faite et qu'elle est bien acceptée par la famille qui souffre, on vit ça mieux parce qu'on est déjà préparé quand même. Parce que en fonction du stade, comme on le dit toujours, en fonction du stade, à un moment, il y a des soins qui sont administrés avec l'espérance avec une certaine espérance de vie. Et puis il y a aussi des situations, c'est qu'on accompagne et qu'à un moment ou un autre, voilà, la fin va arriver. Ok. Bien, vous n'êtes pas seul en plateau ce soir. Vous avez parlé de la dimension pluridisciplinaire qui encadre la prise en charge des patients souffrant de pathologies cancéreuses. Et ce soir, nous recevons le docteur Albertine Elundu. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin, oncologue médical.
Voilà, donc vous assurez régulièrement la prise en charge des patients. Les morts se comptent, tel que nous l'avons vécu sur ce plateau. La situation est aussi dramatique. D'abord, mes condoléances aux familles éplorées. Je dirais que, vu que la majorité de nos patients, 80%, arrivent à un stade tardif, en général, les morts se comptent beaucoup. Donc c'est une catastrophe. Je dirais que ce n'est pas facile pour nous les cliniciens, ce n'est pas facile pour les familles non plus. C'est difficile. Il faudrait que les malades arrivent un peu plus tôt pour espérer la guérison. En général, à des phases tardives, comme ils arrivent, c'est très difficile pour tout le monde. Ok, bien, nous en parlerons davantage tout au long de cette émission. Docteur Ambroise Ntama, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci. Vous êtes chirurgien cancérologue. Voilà, merci de nous faire l'honneur d'être là. Comment vous réagissez à ces récits que vous avez écoutés depuis le début de cette émission? Je dirais que c'est pathétique. Et je suis du même avis que mes collègues. Je présente mes condoléances déjà à toutes les familles éprouvées du fait de cette pathologie. Mais il faut comprendre que tout part déjà du dispositif d'annonce au diagnostic, où les patients et leurs familles sont préparés psychologiquement à ce qui concerne la prise en charge, le processus de prise en charge et de vie du cancer. Si ce dispositif d'annonce est bien organisé, les familles seront bien préparées, que ce soit financièrement comme psychologiquement. Ok. Bien, avec nous également sur le plateau, le docteur Serge Alexis Lombat. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric, bonsoir au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs que je sais nombreux de Equinox Télévision. Voilà, vous êtes médecin radiologue exerçant à Douala. Oui. Alors, le tableau de la prise en charge de ces pathologies cancéreuses est-il, comment le dire, le vocabulaire est-il aussi inquiétant dans notre contexte? La prise en charge, c'est tout le problème. C'est-à-dire que tout à l'heure, le médecin, l'oncologue médical a parlé des patients qui arrivaient en retard, 80%. C'est un défaut certainement d'information, parce que comme on le sait tous, le premier niveau de prévention, c'est l'information des patients, formation. Et ces patients, une femme par exemple qui a 50 ans ou 49 ou 50 ans qui saigne, qui reste chez elle, je suppose qu'elle n'est pas assez bien informée pour se rendre rapidement à l'hôpital. Mais c'est pathétique comme on dit mes collègues et c'est dommage. C'est dommage que les choses semblent ne pas évoluer. Ok, bien. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec nos experts. Alors, docteur Ananga, nous sommes en plein dans le mois de la sensibilisation contre les pathologies cancéreuses, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et d'autres. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs? Alors, le mois d'octobre a été consacré par la communauté scientifique internationale comme étant le mois de la lutte contre le cancer du sein. Alors, les défis majeurs, les défis sont à plusieurs niveaux. Donc, il y a déjà, je vais commencer par, je peux dire, ce qui nous concerne, nous, le corps médical. Donc, il y a un défi en ressources humaines. Il y a des spécialistes qui sont sur place, des spécialistes qui sont là, mais ils sont en sous-effectif par rapport à la demande au niveau de la population. Donc, ça, c'est un grand défi. L'autre défi, c'est
Au niveau de nos structures, on va dire, des différentes formations, actuellement, toutes les régions ne sont pas dotées de services, voilà, des services spécialisés pour la prise en charge des malades du cancer. Donc ça aussi, c'est un grand défi. Maintenant, l'autre défi, c'est l'information et la sensibilisation. Donc, théoriquement, ce serait idéal que toute la population soit au courant, que toute la population soit informée. Et d'ailleurs, nous remercions les différents médias qui accompagnent l'action du gouvernement et l'action du personnel sanitaire pour pouvoir informer. Donc, il y a vraiment ce défi d'information. Et dans cette information, c'est déjà bien de pouvoir parler comme nous le faisons là, mais la réalité est que tous nos compatriotes ne comprennent pas la langue que nous utilisons. C'est vrai que le français et l'anglais, ce sont les langues nationales, mais toutes les personnes, toutes les couches, les personnes qui sont concernées ne comprennent pas toujours le français et l'anglais. Donc, il faudrait une organisation qui permette que, au-delà qu'on puisse utiliser aussi nos différentes langues maternelles pour pouvoir parler aux différentes personnes qui comprennent un peu moins bien le français et l'anglais. Donc, c'est déjà 3 choses, mais qui sont assez importantes. Et si des solutions étaient trouvées pour que ces défis soient relevés, ce serait bien. Et maintenant, lorsqu'on vient au niveau des traitements, vous allez voir, il y a une chose qui revient toujours dans toutes les histoires des malades du cancer, que ce soit ceux qui passent ici ou bien ceux qui ne passent pas ici, c'est le défi financier. C'est-à-dire que les malades sont débordés, les familles sont débordées. Quand les personnes sont déjà démunies, bien elles ont un niveau un revenu financier qui est faible ou moyen, les personnes sont vite débordées. Même quand elles ont un revenu qui est assez grand, à un moment quand même, parce que la prise en charge se fait sur le long terme, c'est un peu une course de fonds, donc ça se fait sur le long terme, donc on finit toujours par être épuisé. Donc il y a vraiment le défi financier qui se pose avec acuité. Alors, docteur Ntama, tout à l'heure, dans son propos, le docteur Elundu relevait que 80% de patients arrivent à un stade très avancé. Qu'est-ce qui explique cette donnée? Les patients arrivent au stade avancé. Cela s'explique du fait qu'il y a d'abord un manque de ressources humaines compétentes. Il y a un problème d'éducation des patients, il y a un problème d'information, un problème de niveau, un problème de communication. Les patients, dès qu'ils ressentent les premiers symptômes, ils ont ce réflexe de se diriger vers les tradipraticiens. Et les tradipraticiens les gardent pendant longtemps, jusqu'à ce que la maladie évolue et atteint un stade très avancé. Et face à l'impossibilité de les prendre mieux en charge, ils les abandonnent ou les envoient dans les structures compétentes. Et vous voyez, à ce niveau-là, les patients arrivent au stade avancé. D'autres, ce n'est pas ignorance, pensent toujours que, si je prends l'exemple du cancer du sein, diront que peut-être c'est un insecte qui les a piqués, et c'est comme ça qu'il y a une boule qui a commencé. Comme ça ne faisait pas mal, donc je ne pouvais pas aller à l'hôpital. D'autre part, on parle de la notion de présentation tardive et la notion de diagnostic tardif. On a tendance, actuellement même, à parler de diagnostic tardif. Parce que même dans des structures reculées où il n'y a pas l'expertise, il arrive souvent qu'on garde des patients pendant longtemps, et pas des professionnels de la santé, mais quand cela les relâche, il s'est fait déjà tard. C'est un stade avancé et les envoie dans des structures où on retrouve des ressources humaines qui ont acquis de l'expertise dans le domaine. Mais qu'est-ce qui explique cette césure, cette fracture entre les formations hospitalières qui reçoivent en premier ces patients et les spécialistes, les experts que vous êtes? Est-ce une méconnaissance de la pathologie? Est-ce un déficit du plateau technique qui ne permet pas de
poser un diagnostic impératif? Non, je ne parlerai pas de déficit de plateau technique parce que le ministère de la Santé a entrepris un programme de dotation des grands centres d'imagerie médicale dans pratiquement toutes les régions. Ça, c'est déjà un qui puisse nous permettre déjà de bilanter les patients. Le deux, il y a un programme de formation des médecins qui a été institué il y a pratiquement 10 ans, où on forme déjà localement des médecins oncologues médicaux, que ce soit des médecins onco-radiothérapeutes ou des biologistes. Ça, c'est déjà une très grande avancée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra, comme je dirais, peut-être créer des cancéropôles régionaux où on enverra différents experts dans ces régions qui seront, dont l'objectif sera en fait de coordonner les activités liées à la prise en charge du cancer, c'est-à-dire l'éducation, la sensibilisation et le traitement, avec peut-être comme pour centre Yaoundé et Douala, qui est comme un centre terminal qui présente actuellement 2 grands centres de radiothérapie. Et je vais vous dire que le Cameroun n'est pas très mal doté dans la sous-région. Mais le taux de mortalité des suites de cancer est inquiétant. Le taux de mortalité du suite des cancers est inquiétant, mais cela n'incombe pas seulement aux autorités publiques, mais c'est une affaire de tout le monde. C'est-à-dire, les patients, il faut éduquer. Il faudrait qu'il y ait qu'on mette des moyens en jeu. Ces moyens peuvent venir du gouvernement, ces moyens peuvent venir des mécènes, ces moyens peuvent venir même des familles. Mais, comme je dis, il faut qu'il y ait une coordination à tous les niveaux de couches pour que l'information puisse passer, que ce soit au niveau régional, qu'ils apprennent qu'il faut transférer les patients vers les structures compétentes. Ok. Alors, nous allons sans doute aborder la question relative aux recommandations dans le but d'améliorer la prise en charge, mais restons sur le diagnostic. Quelles sont aujourd'hui, docteur Elundu, les causes du diagnostic tardif? Alors, je dirais que mon maître, le professeur Ndompol, avait fait une étude en 2012 avec un étudiant américain sur les causes et les délais de diagnostic. Il en était ressorti que les délais de diagnostic tournaient autour de 4 à 6 mois et que les principales causes de retard de diagnostic, c'était justement le fait qu'on retienne les malades dans les structures sanitaires, l'environnement socio-culturel qui faisait que les malades préféraient aller chez des tradipraticiens, des guérisseurs, préféraient des méthodes médicinales alternatives. Donc, ceci peut expliquer le fait qu'il y ait le diagnostic tardif. Mais s'il faut aller plus loin dans les explications, on dira, avant que la maladie n'arrive, qu'est-ce qui est fait? Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, ce qu'il faut faire pour prévenir la maladie. Il faut une bonne information et une bonne volonté politique pour que les patients, même quand ils aient l'envie, mais pas les moyens de pouvoir se faire diagnostiquer tôt, puissent aller à l'hôpital et le faire. Maintenant, lorsque la maladie est là, il y a un problème, comme mes collègues l'ont dit plus tôt, de personnel et de matériel. Il n'y a que Yaoundé, Douala qui sont équipés à tous les niveaux pour prendre en charge les patients cancéreux. Même comme nous sommes l'un des pays de la sous-région le mieux loti, comme le docteur Tamara dit, pour la prise en charge des cancers. Maintenant, sur le point de vue de la formation, il faut vraiment former le personnel, il faut recycler le matériel. Et maintenant, il faut que les patients qui viennent à l'hôpital tardivement aussi soient encadrés, comme le cas d'Albertine. Donc, c'est un problème qui commence bien plus loin que le diagnostic tardif, socio-culturel, politique et éducatif. Alors, docteur Lomba, tu restes sur un élément qui semble retenir mon attention, la notion de prévention primaire. Elle a quel problème chez nous? Disons que
Lorsqu'on parle globalement de prise en charge, de programme de lutte contre le cancer, c'est eux qui doivent implémenter ça. C'est pas, ça vient pas, c'est pas au hasard. Eux, c'est-à-dire, mais pour qui? C'est-à-dire ceux qui sont chargés de lutter. Parce que vous savez, quand vous créez une cellule de lutte contre le cancer, il y a des gens qui sont nommés pour le faire. Et c'est à eux de faire cette programmation. Vous voyez, ma collègue est en train de rire, parce que c'est que j'ai dit la vérité. Et c'est ça qui pose problème. Parce qu'ils ne le font pas assez. Ils ne le font pas. Ils ne font pas du tout. Du tout. Quand vous dites pas assez, c'est qu'on fait un peu. C'est totalement désorganisé. Je dis que, moi j'ai l'impression, c'est l'impression que moi j'ai, je peux me tromper, qu'il n'y a pas une organisation précise en ce qui concerne la prise en charge du cancer. Parce que c'est quand même assez grave partout. Tout à l'heure, un confrère disait qu'on est certainement mieux loti dans la région, mais est-ce qu'on doit se comparer à ceux qui sont derrière ou ceux qui sont devant? Pour le docteur Ntama, derrière. Donc je dis, non, ce que je dis c'est que, non, moi j'ai dit... C'est ce que vous l'avez dit. Oui, il a dit, c'est vrai, on a la radiothérapie, on fait la chimiothérapie, on fait beaucoup de choses, mais pour moi, c'est fait en désordre. Pour moi, c'est fait en désordre. Parce que s'il y avait un comité qui effectivement régulait, parce que tout à l'heure il parlait des patients qui sont retenus au niveau 0, mais c'est l'ignorance. Si quelqu'un reçoit une femme qui a une peau d'orange, il estime que la femme dit que ça, un moustique l'a piqué et il acquiesce. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Même au niveau 0, on devrait déjà pouvoir, avec des premiers signes, référer immédiatement la patiente. Et maintenant, tout à l'heure, parler de volonté politique. Quels sont nos moyens diagnostiques réels? Réels. Dans un pays où vous ne faites pas de PET scan, d'un pays où la scintigraphie, il y a un seul centre, c'est à Yaoundé, les gens ont des rendez-vous sur des mois. C'est ça. Disons qu'il y a des choses, mais je pense qu'il faut organiser tout ça pour qu'on sache à qui, n'est-ce pas, s'adresser lorsqu'il y a un problème réel. Docteur Elumo? Je dirais que on a fait des avancées. De 98, quand mon maître arrivait, à 2017, on a quand même avancé. Avant, le problème se situait à où trouver les médicaments. Dans ma spécialité pour la chimio, où trouver les médicaments? Il n'y avait pas de médicaments. On a créé un comité national de lutte contre le cancer qui essaye tant faire se peut de se battre. C'est vrai, il y a des lacunes, mais au moins maintenant, les malades, on peut leur proposer un traitement, on peut leur proposer des thérapeutiques. Maintenant, il y a des améliorations, il y a des recommandations. Vous avez dit qu'on en parlera à la fin, mais il y a quand même eu des avancées. Mais le problème n'est pas justement le cadre institutionnel, puisque le ministère de la Santé publique a mis sur pied une commission nationale de lutte contre le cancer. Il existe d'autres entités. Le docteur Ntama a relevé des efforts qui sont faits, même si les retombées ne sont pas toujours à la mesure des attentes. Mais le problème, dit le docteur Lombat, c'est davantage l'organisation systémique de la prise en charge du cancer dans notre pays. On a le sentiment que les entités sont dispersées, il y a une absence de synergie. Et il dit d'ailleurs qu'on ne vous voit pas sur le théâtre des préventions. C'est parce qu'on est en octobre que vous... Les entités ne sont pas dispersées, les entités sont au contraire regroupées. Et c'est ce dont il est en train de se plaindre. Les entités sont regroupées à Yaoundé, à Douala. Maintenant, il faudrait que ce soit mieux organisé pour que la couverture prenne tout le Cameroun, qu'un malade n'ait plus à quitter de l'extrême nord pour venir se faire traiter ici et à se rendre compte qu'il ne pourra pas payer. C'est de ça qu'il parle. Là, ça va plus loin que l'organisation pure et simple des différents centres. Je crois qu'il va aller beaucoup plus loin que ça, sauf si je me trompe. Nous prenons par exemple le cas de la vaccination par rapport au cancer du foie, par exemple. Est-ce que le vaccin contre l'hépatite C et l'hépatite B, par exemple, est-ce que ça court les rues? Contre le papillomavirus, par exemple, le cancer du col, est-ce que ça court les rues? C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que si les femmes étaient aujourd'hui ailleurs, les femmes sont vaccinées plus tôt et font moins ces pathologies.
C'est ça que je dis. On ne conteste pas que le Cameroun a de très bonnes lois. On le sait, on a la meilleure constitution. On sait ça. C'est pas ça la question. La question, c'est que est-ce que sur le terrain, où est-ce qu'on peut faire, je vous pose par exemple la question comme ça, où est-ce qu'on peut faire un vaccin contre l'HPV, par exemple? C'est ça. Je peux répondre. Hein. Oui, je peux. Oui, c'est pour ça que la question est posée. Docteur Anna. Peut-être que le docteur nous peut répondre après. Moi, je voulais revenir sur la question des ressources humaines. Vous voyez, si nous pouvons être là, par exemple, là, nous sommes venus. C'est vrai, vous dites que vous ne nous voyez sur la scène que pendant le mois d'octobre, parce que c'est Octobre Rose, peut-être parce que c'est à ce moment-là, on est un peu plus conscient, et puis, du moins, pas qu'on est plus conscient, on est toujours conscient, mais on a un peu plus l'opportunité, à partir du moment où c'est quelque chose qui se célèbre de manière internationale, et qu'il y a plusieurs associations qui se lèvent pour donner de la voix, pour sensibiliser. Par exemple, Dr. Elundu et moi, nous sommes là, mais nous étions dans une conférence où nous avons laissé une collègue. Pourquoi est-ce que c'était possible? Eh bien parce que nous sommes 3. Si c'était une seule personne, peut-être ce plateau n'aurait même pas eu lieu. Donc, la principale... Sauf qu'il faudra attendre octobre 2018 pour... Ça dépend de vous, monsieur Ricomo. Revivre de... À tout moment où vous nous invitez, nous allons parler de tous les cancers. Il n'y a pas que le cancer du sein, il y a le cancer du côlon, il y a le cancer du foie, il y a le cancer du sein. Donc, si Equinox Télévision nous ouvre ses portes, nous viendrons et nous parlerons autant que le travail de tous les jours nous le permettra. Parce que nous devons... Donc, moi, mes journées, je les passe à Ligue des Lames à faire des diagnostics. Donc, il faut que dans ce temps-là, il faut que je puisse trouver du temps que je vais consacrer à la sensibilisation. Et en même temps, comme je l'avais déjà dit, nous sommes aussi appelés à former nos cadets. Donc, dans notre temps de travail, il y a ce qu'il faut faire tous les jours. Et vous imaginez un peu le nombre de malades que nous sommes, le nombre de malades que nous avons étant quelques centres simplement de référence dans notre pays. Ici à Douala, nous recevons des malades qui viennent de toutes les régions du pays. Et nous recevons des malades qui viennent de tous les pays environnants. Donc, nous sommes pris dans le travail. Je ne vais pas dire débordés mais nous sommes suffisamment pris. Donc, dans ce temps déjà de travail, il faut ajouter maintenant la prévention, il faut ajouter la formation des cadets. Or, si nous sommes plus nombreux, ce sera plus facile de le faire. Ok. Docteur? Oui, moi je voudrais revenir... je ne vais pas faire l'apologie, je ne fais pas l'apologie des pouvoirs publics. Il a parlé tout à l'heure de manque de la vaccination contre le HPV. Mais il faudrait comprendre que le gouvernement, quand même, il n'y a pas très longtemps, a initié, a introduit le vaccin contre le HPV dans le programme élargi de vaccination il n'y a pas très longtemps. Si on regarde les cas qui viennent de se passer là, c'est les femmes âgées de 5 ans, 55 ans, 60 ans. Non, c'est la quarantaine. La quarantaine. Et le vaccin contre le HPV, qui est le Human Papillomavirus, concerne les jeunes filles. Et les jeunes filles qui n'ont pas encore eu une activité sexuelle. Alors, si on essaye de faire la soustraction, une femme de 40 ans, on enlève peut-être 10 ans. Donc, il y a 30 ans qu'il fallait commencer à vacciner ces femmes contre le Human Papillomavirus. Est-ce que le Cameroun était déjà sur la page? Même les pays développés, est-ce qu'on avait déjà mis ce vaccin sur pied? Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un manque de volonté pour la mise en place d'un vaccin contre le HPV. Non. Puisqu'il vient d'être introduit dans le programme élargi de vaccination. Donc, il pense. Alors, sur la question du diagnostic et du taux de mortalité assez impressionnant et inquiétant dans notre contexte, vous dites, et vous semblez être unanime là-dessus, le diagnostic est parfois tardif. Les patients arrivent dans vos services à des étapes très avancées où la pathologie a eu le temps de bien s'implanter, de bien ronger, de bien s'implanter dans l'organisme. Mais au-delà de cet aspect, n'y a-t-il pas une équation à résoudre sur l'adéquation et l'adaptation de notre modèle thérapeutique?
C'est-à-dire que les approches qui sont aujourd'hui implémentées, on entend très souvent, je prends le cas des patients que nous avons reçus ici, c'est la radiothérapie, c'est la chimiothérapie. Y a-t-il pas d'autres techniques de prise en charge qui semblent mieux adaptées et qui pourraient contribuer à limiter le taux de mortalité autour de cette pathologie dans notre contexte? Docteur? Je dirais que les autres, nous, on ne peut parler que de médecine parce que nous sommes médecins. Rentrer dans la plateforme d'autres spécialités, c'est un peu difficile. Mais déjà, lorsque le cancer est implanté, je ne pourrais pas parler des autres pathologies, des autres spécialités. Mais en termes de prévention, par contre, on peut faire associer autre chose que la médecine conventionnelle. En termes de prévention, c'est-à-dire la thérapeutique, le sport, l'hygiène de vie, l'exposition aux facteurs de risque. Mais une fois que la maladie est installée, parler des thérapies autres que la médecine classique, pour moi, médecin, c'est un terrain glissant. Donc, moi, je pourrais ajouter que je comprends très bien combien est-ce que le sujet peut être pénible, combien est-ce que les drames qui sont vécus chaque jour à cause de cette maladie et même les difficultés qui sont liées au traitement que les uns et les autres suivent. Je comprends très bien combien la douleur, la souffrance que cela engendre, les questionnements aussi que cela engendre peut amener à désirer ou bien à émettre l'hypothèse d'avoir un traitement différent. Mais nous sommes des médecins et la médecine suit une logique qui est la logique scientifique. C'est-à-dire que les méthodes que nous utilisons, que nous appliquons, ce sont des méthodes qui ont été validées. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites, il y a des recherches qui ont été faites et qui ont permis de conclure qu'en utilisant telle méthode ou en utilisant tel type de traitement, on a tel type de résultat. Donc, c'est important de comprendre que quand on parle de cancer, la définition même du cancer, c'est quoi? C'est une modification qui va apparaître au niveau des cellules, qui va évoluer si rien n'est fait vers la mort. C'est-à-dire que dès qu'on parle cancer, on est obligé de penser à la mort. C'est-à-dire que si rien n'est fait lorsque le cancer est là, il va évoluer vers la mort. C'est déjà important de comprendre cela. Donc maintenant, je vais dire l'humanité est en train de chercher les moyens pour combattre cette maladie. Maintenant, chaque pays, chaque nation utilise les moyens qui sont à sa portée pour soigner sa population. Et nous allons bien reconnaître, il faut bien qu'à un moment nous acceptons que nous sommes au Cameroun, que nous sommes un pays qui est sous-développé et que nous essayons de faire le mieux que nous pouvons pour lutter contre cette calamité. Il faut vraiment qu'on l'accepte. Pendant qu'on voyait les reportages tout à l'heure, je me suis rappelé que j'étais sur ce plateau avec ces 3 invités, parmi lesquels 2 sont décédés. J'étais là et il y a une compatriote là qui était aussi là et qui essayait de défendre... enfin, le sentiment que j'ai eu, c'était un peu comme si, à un moment, on oublie que nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas un pays développé. Les moyens dont nous disposons ne sont pas les mêmes que ceux dont on dispose dans d'autres pays. Donc, notre gouvernement et nous avec, essayons de faire le mieux que nous pouvons. Nous savons que c'est difficile. Alors, quand nous sortons comme ça pour parler aux uns aux autres, c'est pour sensibiliser, c'est pour faire une prise de conscience, c'est pour que les uns et les autres se rendent compte que essayer de créer une polémique pour dire l'État fait mal, il n'y a pas telle chose, ça ne nous fait pas avancer. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça ne nous fait pas avancer. Donc c'est important de comprendre ça. Oui. Ça ressemble à un plaidoyer de fonctionnaire, ça. Excusez-moi. Ça ressemble à un... Parce que non, vous nous dites là, vous êtes en train de nous dire, acceptez tout tel que c'est. Non, on n'accepte pas. Il y a un fait. Il y a un fait qui est là. Maintenant, on essaie d'avancer. Non, nous sommes dans un monde globalisé. On fait un diagnostic. Pourquoi voulez-vous qu'on reste tout le temps pourquoi vous voulez qu'on reste sous-développé? Pourquoi?
les médicaments nous ne voulons pas rester sous-développés. Nous voulons avancer dans le développement. La radiothérapie, nous n'allons pas nous leurrer en croyant que... Non, la radiothérapie dont vous parlez, la chimiothérapie dont vous parlez, ça ne vient pas des pays sous-développés. Non, pas du tout. Le scanner, l'IRM, ça ne vient pas des pays sous-développés. Non, pas du tout. C'est ça la question. Maintenant, notre question, c'est nous pouvons mieux faire. De la coopération avec d'autres qui sont plus nantis que nous. C'est une possibilité de solution. Justement. Là, je comprends mieux, mais l'autre projet, là, je ne comprends pas. Il y a un fait qui est là. Nous reconnaissons ce que nous sommes, les moyens dont nous avons. Maintenant, au lieu d'essayer de créer des problèmes, faisons un état de lieux et maintenant avançons. Avançons. Quelles sont les solutions qui peuvent être les nôtres en considérant notre environnement réel, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. C'est de ça que je suis en train de parler. Juste une remarque pour dire que parfois, vous avez parlé de thérapie alternative. Parfois, les malades et l'entourage parlent de thérapie alternative sans savoir même ce qu'on appelle thérapie conventionnelle. Donc, il faut d'abord se renseigner sur ce que c'est que la thérapie conventionnelle avant de parler de thérapie alternative. Parce que si je demande maintenant qu'est-ce que la radiothérapie, je ne suis pas sûre que le malade ou son entourage pourra répondre. Si je demande qu'est-ce que la chimio, oui, peut-être ils vont répondre parce qu'ils voient les films, mais ils n'ont que l'image que les films leur envoient. Donc, il faut d'abord se renseigner sur ce qu'on appelle les thérapies conventionnelles. C'est ce que je voulais faire comme remarque. Mais les critiques constructives, c'est toujours bien. Il faut en faire. Ok. Alors, docteur Ntama, quel est votre avis sur la question? Moi, je dirais que je suis quelque part d'accord avec ce que Dr Lombat a dit. Le Cameroun est vraiment doté d'un plateau technique à notre niveau qui puisse vraiment prendre en charge les patients camerounais. Mais ce qui pose problème, c'est une bonne coordination, une bonne organisation. Ce matériel, ce plateau technique est particulièrement même sous-utilisé. Ah bon? Je vous dis. Comment oui. Ça? Les évidences? Mais oui, vous regardez. La radiothérapie, il y a des pays dans la sous-région qui n'ont même pas de radiothérapie. Je peux en citer. Ici en Afrique centrale, le Cameroun a 2 centres de radiothérapie. Au Gabon, il n'y a qu'un seul centre de radiothérapie. La Côte d'Ivoire n'a pas de radiothérapie. Mais le ratio par rapport à la population gabonaise, ça s'explique aussi. S'il faut faire ce ratio population, nombre de centres de radiothérapie, ils seront mieux que nous. Non, ils ne seront pas mieux parce que déjà, même en termes de ressources humaines, le Cameroun a des ressources humaines. Le Gabon a la radiothérapie, mais je ne suis pas sûr que le Gabon a autant de ressources humaines au Cameroun pour pouvoir utiliser ces moyens. La population gabonaise est l'équivalent de Douala. Hein. Il faut bien prendre ça en compte. Oui, moi. Oui. Oh, nous sommes à 20 millions. Oui, mais peut-on s'en réjouir? Moi, je voulais dire en fait que j'admire en fait le fait qu'ils aient un centre de radiothérapie, mais c'est pas tout. J'ai pas fait l'autopsie en fait de leurs ressources humaines, mais je pense quand même qu'ils n'en ont pas autant que nous. J'ai dit tantôt que le Cameroun a mis sur pied un programme de formation des médecins localement. Que ce soit les anatomopathologistes, on en forme déjà au Cameroun, c'est déjà quelque chose. Les oncologues médicaux, on en forme au Cameroun, c'est déjà quelque chose. Les oncoradiothérapeutes, on en forme au Cameroun, c'est déjà quelque chose. Et il y a des chirurgiens qui sont là, des chirurgiens qui sont des spécialistes d'organes. Parce que la prise en charge du cancer se prend dans un cadre multidisciplinaire. Vous comprenez? Donc maintenant, ce qui reste au Cameroun, c'est juste une organisation, une bonne coordination, une utilisation efficiente de ces ressources humaines. En d'autres termes, comment on appelle ça, le comité de lutte contre le cancer. Le programme national. Le programme national, merci. Le programme national de lutte contre le cancer présente quand même des défaillances. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai puisqu'il y a une absence de coordination. Et ça fait partie des missions de ce programme. Non. Ça fait partie de leur mission, mais ils ne recommandent pas à eux
peut-être d'affecter différents médecins dans des structures où ils peuvent mettre à disposition leur expertise. Ce n'est pas le comité. Et ce n'est pas à eux de former les médecins. Ce n'est pas la mission du comité. Et c'est un problème qui concerne tout le monde. Ça concerne même des familles de façon individuelle. Mais qui doit faire ce travail d'harmonisation, de coordination pour mettre ensemble tous les acteurs et rendre la politique nationale de lutte contre le cancer plus efficace? Ça doit partir du ministère de la Santé. Ça doit partir des chiffres. Ça doit partir des chiffres. Il faut qu'on montre que le cancer est un problème de santé publique. À partir du moment où on va démontrer à travers des chiffres, à travers la sensibilisation, à travers beaucoup de choses il faut des statistiques. Si on a 2 centres à Yaoundé et Douala, on ne compte pas une malade qui meurt de cancer à l'extrême nord ou au nord. C'est connu donc. Il faut des chiffres. Oui, ce sont des chiffres. On dit 12 000 nouveaux cas chaque année. Estimatif. En fait, c'est des tendances. C'est des tendances. Nous, le Cameroun doit mettre sur pied, et il a déjà d'abord commencé, à mettre sur pied ce qu'on appelle un registre de cancer. Un registre de cancer régional, c'est-à-dire que pour le centre. Mais il nous faut un registre de cancer national. Et pour cela, il faut former le personnel. Ce sont des informaticiens parce que c'est un outil épidémiologique. Il faut former les médecins. Est-ce qu'on leur donne d'abord les moyens? Est-ce qu'on leur donne d'abord les moyens pour... Là, on ne peut pas avoir de façon épidémiologique les chiffres exacts. Pourquoi? Qui peuvent nous interpeller. Mais pourquoi? Mais justement parce que je suis en train de dire qu'il faudrait qu'on mette sur pied un registre de cancer national qui puisse collecter toutes les données. Donc, en d'autres termes, dans un terminal et présenter pour soutenir le plaidoyer. Donc, ça veut dire qu'en fait, docteur Lombat, à vous écouter, est-il exagéré de conclure de façon partielle que le Cameroun ne dispose pas d'une boussole? C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est ce que vous essayez de nous démontrer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Bon, eux, ils disent qu'il y a telle chose par là, il y a des choses là-bas. Bon, quand on met ensemble, ça essaie de donner quelque chose, comme ça. Non, attendez. Écoutez, moi j'étais frappé au sein de ma famille par un cancer. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez être bien pris en charge, c'est pas ici. C'est clair. Faux. C'est pas ici. Je vous dis. Désolée. Je vous dis. Je vous prends l'exemple simple. Je vous prends l'exemple simple. Le cancer. Est-ce que le traitement du cancer, par exemple. Non, je vais prendre un petit exemple. Est-ce que le traitement du cancer, par exemple, chez un amputé, s'arrête à l'amputation, par exemple? Non. Le traitement du... Quand vous parlez, je vous dis qu'il n'y a pas... Parlons en termes de scientifique. Mais il faut d'abord connaître la raison de l'amputation. Je vous dis... Maintenant, si l'amputation, il s'agit d'un cancer ou d'un ostéosarcome ou d'un sarcome des tissus, il faut d'abord savoir que la catégorie sarcome, c'est un cancer très agressif et difficile à soigner. Et qu'il ne suffit pas que de continuer à le soigner. Il y a aussi le caractère qualité de vie. Réhabilitation. C'est-à-dire, il n'y a pas encore le plateau technique pour arriver au niveau de la réhabilitation. Quand un malade arrive avec un sarcome, si c'est le volet chimiothérapie conventionnelle, on peut lui proposer une chimiothérapie conventionnelle qu'il peut payer au même standing que les blancs avec porte à quatre, tout ce que vous voulez. Maintenant, question chirurgie, on peut lui proposer l'amputation. Mais c'est la réhabilitation, c'est-à-dire lui mettre une bioprothèse, un matériel qui va lui permettre de rentrer dans la vie, repartir dans la vie sociale de manière à ce qu'il ne se sente pas handicapé. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas lui offrir. Donc, arrêtons de dire on va envoyer les malades en Inde. Non, justement, je dis qu'il y a une faute à ce niveau. Mais voilà, donc je vous dis, moi je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Moi je constate. Nous sommes tous dans le domaine de la médecine. Mais pour certains cancers, comme le cancer, dans le domaine de la médecine, et nous constatons qu'il y a des choses qui sont faites, mais qu'il y a un problème d'organisation. C'est ce qu'on dit. Tout ce que je n'accepte pas, c'est qu'on dise qu'un malade qui a le cancer ne peut pas être pris en charge au Cameroun. Mais je vous dis, ça ne peut pas passer. C'est vraiment dramatique de le dire. Mais c'est vrai. C'est faux. Attendez. Laissez-moi vous expliquer. Docteur, en quoi? En quoi, par exemple, les médicaments?
les médicaments doivent venir de là-bas. Premièrement. Deuxièmement, il faut que le patient ait les moyens. 2, tous les bilans et les contrôles, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3, c'est pas possible. Donc quand vous dites ça, vous le dites, vous faites comme si nous aussi, on ne vivait pas les femmes qu'on nous paie et tout. C'est quand même... On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de problème financier. C'est tout ça qui fait la dans difficulté. Tous les pays du monde, tous les pays du monde, traiter le cancer, c'est un gros coût financier. Que ce soit pour la famille ou pour l'État. Traiter le cancer, c'est un gros coût financier. Il n'y a pas qu'en cancérologie que les médicaments sont élaborés dans d'autres pays. Dans les autres, s'il vous plaît, docteur. On parle de cancer. Oui. Dans d'autres spécialités, les médicaments sont aussi élaborés. Et j'ai parlé d'un grand pas. Vraiment, en dehors des thérapies ciblées, les antimitotiques les plus usuellement utilisés sont disponibles au Cameroun. Ça, je vous dis et je répète. Maintenant, concernant les thérapies plus poussées, il y a des thérapies qui sont disponibles, mais il faut commander. Donc, c'est ce que je dis. Il faut parfois être un peu plus réaliste. C'est pas ce qu'on comprend. Je n'ai pas fini. Je suis en train de dire que si c'est pour prendre, parce que maintenant, les malades de cancer vont en Inde, vont en Turquie, si c'est pour un plateau qu'on ne peut pas offrir ou un médicament, oui, mais pour des choses qu'on peut offrir, s'il vous plaît, les patients, la famille, renseignez-vous d'abord de manière correcte, parce que quand un médecin vous dit non, on ne peut pas le faire, essayez de venir voir un spécialiste en cancérologie, qu'il vous dise lui-même qu'on ne peut pas le faire et que vous pouvez aller ailleurs. Non, écoutez, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Pour poser un diagnostic en imagerie médicale, le niveau de détection ici chez nous est assez limité. Vous savez bien, vous qui êtes oncologue médical, que le diagnostic fait par un PET scan ne sera jamais le même qu'une IRM ou un scanner. Vous le savez. Le diagnostic du cancer se fait de manière anatomopathologique. Non. Je dis anatomopathologie ne trouvera pas des lésions, comment on appelle ça, des lésions précoces. Je suis désolé, lorsqu'on recherche les métastases, par exemple, lorsqu'on recherche comment on appelle ça, les envahissements des autres organes. Là, le diagnostic est déjà posé. Mais non, écoutez, mais est-ce que le traitement n'en dépend pas? Le diagnostic doit d'abord être posé avant de faire un PET scanner. Non, attendez. Le diagnostic, attendez s'il vous plaît. Là, on est dans le suivi. Voilà. Non, moi, je voulais dire, dans les métastases, le diagnostic est déjà posé. Oui, le diagnostic est posé. Est-ce que le diagnostic posé suffit donc à soigner le patient? Le diagnostic est posé. Oui. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, il y a un problème de métastase et de suivi. Si, par exemple, vous posez le diagnostic et vous trouvez que le patient a un stade de début, voilà, et vous voulez savoir s'il y a des micro-métastases, c'est ça, peut-être après une chirurgie. Bon, j'essaie de là, comprendre. Vous le faites voyager. Mais oui, j'essaie de me mettre au même j'essaie niveau. Apparemment, c'est trop lourd. Vous êtes trop négatif. J'essaie de comprendre. Le bilan d'extension. Écoutons voir le docteur. Pas dans le diagnostic. Le diagnostic est déjà posé. Moi, je voulais dire en fait que l'attitude du docteur Lombat, bon, je trouve ça un peu abusif. Dire qu'on ne peut pas prendre en charge le cancer au Cameroun. Il faut comprendre que la prise en charge du cancer est bien codifiée et c'est connu mondialement. La toute première chose, quand on parle de cancer, on doit avoir une preuve histologique. Une preuve histologique, c'est qui? C'est le laboratoire, c'est les anatomopathologistes. C'est eux qui nous donnent le quitus que oui, vous pouvez déclencher le processus de prise en charge. C'est le début. Mais maintenant, une fois que le diagnostic est posé, on peut parler du bilan d'extension. Ce bilan d'extension comporte les différents types d'imagerie médicale. Le bilan d'extension peut être clinique, le bilan d'extension peut être paraclinique, c'est-à-dire, comme il a parlé du PET scan. Dire que le PET scan dire en fait que l'histologie ne peut pas retrouver lui, il parle des localisations secondaires, c'est-à-dire des métastases. Vous allez voir ce qu'on appelle des métastases, qui sont des métastases révélatrices, des métastases synchrones, des métastases métaphores. C'est-à-dire que quand vous voyez un patient, les premiers signes qu'il a, ça peut être des signes de métastases, on ne connaît pas le primitif.
le cancer d'origine. Ça peut être au décours d'une consultation, au décours d'un bilan de routine, comme peut être une radiographie, un scanner, IRM ou bien un PET scan, qu'on retrouve cette lésion. Parfois, les métastases peuvent apparaître en même temps que la tumeur primitive, c'est-à-dire que de façon synchrone. Les métastases peuvent apparaître de façon métachrone après même le traitement, qu'il y ait comme une récidive. Ce sont ces examens pointus qui nous permettent de les détecter. Mais dire en fait qu'on ne peut pas prendre en charge un patient de cancer au Cameroun, je trouve qu'il y aura un peu de malhonnêteté intellectuelle. Pour qu'un patient aille se faire prendre en charge en Europe, il faudrait qu'on ait posé un diagnostic ici au niveau du Cameroun. Le patient dont il parle qu'il est parti en Europe, il faut qu'il y ait un préalable qui est d'abord fait ici. Et ce préalable est fait d'abord par qui? Par les Camerounais, par cette expertise. Oui. Non, je ne sais pas pourquoi les gens prennent ce temps sur le plateau. Moi, je dis simplement que lorsque vous avez posé le diagnostic, est-ce que le diagnostic suffit? Le diagnostic. Non, le diagnostic ne suffit pas. On a dit que la prise en charge est bien. Moi, je parle de prise en charge globale. Vous me parlez de diagnostic. Pourquoi est-ce que donc, si ce n'est pas aussi important que ça, pourquoi est-ce que tout le temps on voit les patients pour faire des bilans d'extension? Est-ce que vous ne tenez pas compte de ça dans votre traitement? Non, on voulait vous dire ceci. Hein. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas poser le diagnostic au Cameroun. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que nous avons dit. La prise en charge pose un problème. C'est réel. Ça fait mal aux oncologues. Non, c'est réel. Ça ne fait pas du tout mal, docteur. Ne vous en faites même pas. Non, ça fait mal, mais c'est réel. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez qu'il y a des patients qui quittent ici pour aller à l'étranger, se faire prendre en charge, même chirurgicalement, mais ce sont nos confrères, nos camarades de formation qui les opèrent. On n'a pas un problème de compétence au Mais Cameroun. pas sur le même. Justement. On n'a pas un problème de compétence. On parle des moyens, je ne parle pas de compétences. Je suis le premier à dire sur le plateau tout le temps ici qu'il y a des gens qui prennent l'avion, ils vont à Paris, et à Paris, c'est les Camerounais qui trouvent. Bon. Donc c'est un problème de moyens, de diagnostic. C'est ça que je parle. Docteur, on est en train de dire même si un malade fait un PET scan et qu'on voit qu'il a des métastases, qu'est-ce qu'il faudra faire après? Ah, c'est vous qui savez ce que vous devez faire. Il faudra faire une chimio. Est-ce qu'on ne fait pas les chimios au Cameroun? Donc vous pouvez faire ça, donc vous allez faire comment alors si vous ne savez pas? On ne sait pas que le patient ait des métastases, des micro-métastases. Vous y allez quand même. Il y a d'autres, avant l'époque du PET scan, il y avait d'autres façons de suivre les malades en cancérologie. Dites-moi s'il vous plaît, j'ai une question. À vous écouter, j'ai une petite question là. Quel est le taux de... Non, ne riez pas, docteur. Quel est le taux de guérison du cancer au Cameroun? Cancérologue. Moi, je ne peux pas vous donner. On ne peut pas vous donner de façon formelle, avec des chiffres concrets, le taux de guérison des cancers au Cameroun. Déjà, j'ai posé le problème. Nous parlons du cancer. Déjà, j'ai posé le problème épidémiologique qui est le registre des cancers. Il faut déjà avoir la prévalence, l'incidence, de façon stricte, ferme, avant de partir maintenant du taux de guérison. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de données. Ça veut aussi dire que la politique de lutte contre le cancer, en réalité, présente des failles, telles que je le disais précédemment. Il n'existe donc pas une boussole, une feuille de route claire au Cameroun pour lutter contre le cancer. C'est ce que vous voulez dire? En termes de registre, en termes de chiffres, il faut bien commencer quelque part. Et on est en train de commencer quelque part. Oh. Donc, à l'hôpital général de Douala, avec le docteur Ananga, on est en train d'initier... D'abord, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a 2 registres. Il y a un registre régional. De Yaoundé et de Douala, qui sont encore au stade embryonnaire. Il faut partir de quelque chose, il ne faut pas partir de rien. Donc, on vient de réinitialiser le projet de registre, pas réactualiser le projet de registre à l'hôpital général de Douala. Et quelles sont les données? C'est cette année qu'on a débuté. C'est cette année, ça ne fait même pas 2 mois.
qu'on a proposé notre projet à la direction qui est en train d'étudier. On nous a déjà fait une liste de promesses qu'on attend à réaliser. Il faut aller de l'avant, pas des critiques rétrospectives. Il faut avancer et proposer des critiques constructives. On veut des chiffres. Qu'est-ce que vous faites? Nous, à l'hôpital général de Douala, on a proposé de commencer un registre de cancer. C'est ça que nous, on propose. Ok, parce que justement... On ne dit pas il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres. Dans un an, en octobre prochain. Donc on peut se donner un rendez-vous dans un an. On verra. Je suis du genre optimiste. Pour être oncologue, il faut être optimiste. Moi aussi d'ailleurs. Dans un an, on verra. Docteur, vous riez beaucoup là. On verra dans un an. Ok, donc, un résumé partiel. On n'a pas encore les chiffres. Dans un an, nous pourrons les avoir. Ensuite, sur la base de ces chiffres, on pourra élaborer une politique claire de lutte contre... Non, c'est le programme national de lutte contre le cancer sous la tutelle du ministère de la Santé qui élabore la politique. Non, c'est pas la même chose. Nous disons la même chose. Ça ne se peut pas, ça ne se décide pas à Douala. Douala va contribuer en apportant ses données, mais ça se décide à Yaoundé. C'est un autre problème que vous posez. Alors, est-ce que vous êtes à ce jour, puisque pour sortir de cette polémique créée par le docteur Lombard, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation du système de prise en charge du cancer dans notre pays? Pour vous qui côtoyez les malades au quotidien, cancérologue. Je ne dirais pas que je suis satisfait à 100%. Et je vais toujours revenir en disant qu'il y a eu des avancées. Et des avancées considérables. Moi, depuis médecin généraliste, j'ai appris à côtoyer la prise en charge du cancer. Et si je jette un regard rétrospectif, il y a 10 ans, je peux vous dire qu'il y a eu des avancées considérables. C'est vrai, nul n'est parfait, mais je dis qu'il y a des failles. Mais il faut comprendre qu'il y a eu des avancées, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan ressources humaines, il y a eu des avancées. Donc je peux me permettre de dire que je suis satisfait, mais pas à 100%. Ok, d'accord. Non, je vais poser la question autrement. Docteur Elundou, que faut-il pour améliorer la prise en charge de cette pathologie dans notre contexte? Ok. Pour améliorer la prise en charge de cette pathologie dans notre contexte, il faudrait d'abord que chaque spécialité, parce que le cancer c'est une maladie dont la prise en charge est multidisciplinaire, il faut que chaque spécialité qui intervient dans la prise en charge, il faut faire un état des lieux. Donc chaque spécialité qui intervient dans la prise en charge du cancer fasse un état de lieu, comme par exemple en imagerie, il faut demander un PET scanner. Voilà, chacun fait son état de lieu. Vous en parlez encore? Oui, bien sûr. Chacun fait son état de lieu. Nous, on a fait un plaidoyer pour qu'on ait les antimitotiques disponibles au Cameroun, pour qu'on ait ces médicaments. Chaque spécialité fait son état de lieu, soumet, il faut tout tenter, soumet au comité, quitte à ce qu'il soit rabroué, soumet au comité. Maintenant, le comité doit élaborer, il faut d'abord des manuels de prise en charge. Parce que c'est vrai qu'on prend en charge le cancer à Yaoundé et à Douala, mais on sait quand même que le premier cancer, c'est le cancer du sein, c'est le cancer du col de l'utérus. Il faudrait, comme le docteur Tama dit, des cancéropoles, il faudrait des guides de prise en charge pour que la prise en charge d'un malade cancéreux, quel que soit son stade, soit la même qu'il soit en Gandéré, à Yaoundé ou à Douala. Et il faut beaucoup jouer sur la prévention, et ça c'est des décisions du MinSanté, du comité, mais à chacun à son niveau doit jeter une pierre à l'édifice. Et maintenant la faisabilité. La faisabilité de ces propositions. Moi, ma pierre à mon édifice, j'ai commencé à vous les citer. On est dans des groupes de parole, on a rédigé un plaidoyer, on écrit des articles, on propose. C'est dans ce combat qu'on doit aller. On doit aller dans un combat qui va faire comprendre à l'État qu'il faut prendre en charge. Mon patron me disait toujours, tu fais quoi dans le bureau à consulter? C'est pas comme ça que tu vas aider tes malades. Les voir venir tard tout le temps, ça ne les aidera pas. Il faut que tu fasses tout pour qu'ils arrivent tôt et qu'ils guérissent.
Donc, c'est Par dans quelle cette alchimie? optique. Et avec quel moyen? Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas seulement construire des grands étages avec les paroles. Il faut commencer quelque part. Quitte à se décourager, mais commencer. Docteur Ananga? La même question. Oui, La la même question. Sur l'amélioration des conditions de prise en charge de ces pathologies dans notre contexte social, au-delà des actions que vous menez, telles qu'on le voit, parcellaires et sporadiques. Je vais aborder un autre axe d'action puisque je pense qu'on a suffisamment dit ce que le programme devait faire en termes de politique de santé. Je pense aussi que ce serait intéressant de mettre sur pied vraiment une politique de sensibilisation. Moi, je reviens, je pense que c'est important, la sensibilisation, et donc c'est important de mettre sur pied cette politique. Et pour sensibiliser, pour mener cette sensibilisation, on n'a pas forcément besoin d'avoir des médecins oncologues comme nous sommes en train de le faire là. Il y a un ensemble de personnel, ça peut être des infirmiers ou bien des personnes qui ont une certaine formation dans le domaine de la prise en charge d'autres personnes, donc par exemple des assistants sociaux, des infirmiers, des techniciens. Il y a une profession, je pense, on les appelle les acteurs sociaux, les auxiliaires sociaux, bien les acteurs sociaux. Voilà. Donc on peut susciter ce groupe de personnes et les former. La formation ne va pas prendre beaucoup de temps, donc les former et puis leur donner les moyens qu'il faut pour que les uns et les autres aillent vers la communauté pour sensibiliser. Donc vous recommandez là le modèle qui a été implémenté dans la lutte contre le VIH-Sida, par exemple? Oui. Je pense que ça va être très efficace et je pense que c'est quelque chose de ce genre qu'il faudrait, qui va permettre en peu de temps de toucher pratiquement toute la population en même temps. Sauf que la fin a été très difficile sur le cas de la prise en charge. Mais au moins, les mentalités ont évolué. Les mentalités ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, quand on annonçait à quelqu'un qu'il était atteint du VIH, il allait préparer sa mort. Alors que maintenant, il y a plusieurs qui suivent leur traitement normalement, qui vivent. Et si eux-mêmes ne déclarent pas qu'ils sont malades, vous ne saurez jamais qu'ils sont malades. Donc, dans le cas du cancer, je reviens, je suis désolée, ça peut choquer, mais nous sommes un pays sous-développé. Donc, nous n'avons pas les moyens de faire certaines choses. Par conséquent, nous devons utiliser les méthodes qui sont à notre portée et la principale, c'est le dépistage. Si on investit la sensibilisation, parce que ce n'est pas la sensibilisation que les uns et les autres vont se lever pour le dépistage. Encore que pour ce qui est du cancer du sein, c'est la femme qui commence son dépistage par l'auto-examen du sein. Donc, elle fait son dépistage, ça lui coûte exactement 0 francs. Elle le fait au moment où elle choisit. C'est une histoire qui prend 5 à 10 minutes. Et puis, le jour où elle sent qu'il y a un problème, c'est elle maintenant qui se déplace pour aller vers le personnel médical. Donc, si la population est sensibilisée, alors le dépistage pourra se faire de manière précoce. Donc, les uns et les autres seront au courant. Et puis, une bonne sensibilisation va aussi faire qu'il y aura une meilleure adhésion, une meilleure adhérence au traitement. Il y aura ce phénomène de déni du diagnostic va aussi régresser. Parce que plusieurs personnes, quand à un moment elles ont l'impression ou bien elles s'imaginent qu'elles pourraient être malades, préfèrent refuser. C'est-à-dire que c'est juste non, je ne suis pas malade. Et puis, parce que je ne suis pas malade, tout ce qu'on m'a proposé, je refuse. Même comme la maladie est en train d'évoluer, je refuse. Donc, la sensibilisation va permettre de désamorcer ce genre d'attitude. Et la conséquence sera aussi quoi? Sera que quand il va arriver que quelqu'un sera malade, la personne sera mieux entourée. Parce que toutes les histoires de malades cancéreux qui arrivent ici, c'est toujours parce que j'ai été malade, on m'a abandonné, on n'a plus rien fait. Bon, on va se limiter pour ne pas choquer les gens. Parce que parfois, c'est souvent étonnant, quand quelqu'un est malade, on ne voit personne, elle est abandonnée, mais le jour du deuil, tout est là, il y a de l'argent pour payer, il y a des personnes qui sont là pour pleurer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense qu'avec une bonne sensibilisation, la perception de la maladie cancéreuse va changer. D'accord. Alors, je résume. Dépistage à temps, sensibilisation, formation, amélioration
de l'approche thérapeutique. Alors, docteur Lambat, quelle est la formule idéale pour coordonner tout ça? Ça, c'est un peu de la sorcellerie que vous demandez. C'est un peu sorcier. Écoutez, je vais vous citer les problèmes du Cameroun. Vous avez Boko Haram, c'est un problème, c'est de l'argent. Vous avez la crise à côté, c'est de l'argent. Vous avez le problème de dévaluation, on est en train de lutter. Et vous pensez, c'est pas la première fois que je dis ça ici, hein. On va prendre l'argent pour mettre dans la médecine pendant que les militaires ont besoin d'argent. Tout ça, nous sommes dans une... excusez-moi, mais... on dit que je suis souvent dur. Non, je ne suis pas dur. C'est la réalité. C'est apocalyptique, là. Non, ce que je dis, il n'y a pas d'argent. C'est qu'on vous dit, c'est que le cancer, c'est l'argent. Ce que les médecins vous disent depuis tout à l'heure, c'est de l'argent. Si les gens n'ont pas les moyens... Pour la couverture sanitaire. Il n'y a pas d'argent, c'est la vérité. Bon, on ne va pas refaire l'émission maintenant. Le matin, quand je passais, j'ai vu, par exemple, au rond-point, on faisait les tests volontaires de dépistage de VIH. Ça, c'est une action que les gens mènent. On peut voir. Mais depuis 1 an, moi, je n'ai pas entendu dépistage de tel du cancer, du sein. J'ai rien entendu. Parce que les gens n'ont pas les moyens. C'est aussi simple que ça. Depuis le 1er octobre. Voilà. Par contre, depuis le 1er octobre, je reçois beaucoup de patients pour des mammographies. Donc, ça veut dire que ça bouge. Ça bouge un peu. Voilà, mais toute l'année durant, voilà, non, c'est apocalyptique. Ok. Alors, question pratique, docteur Ntama et peut-être tous les autres experts. Restons sur la sensibilisation. Il faut bien qu'on retienne quelque chose de cette émission. Quels sont les gestes à adopter au quotidien pour, comment dire, éviter d'arriver tard? Non, pas seulement d'arriver tard, mais d'être malade de cancer, de souffrir de cette pathologie. Est-ce que le mode alimentaire, les gestes qui sauvent au quotidien peuvent être utiles? Qu'est-ce que la maman qui nous écoute en Vormeka ou en Guelmedouka ou à Bamena, etc., peut retenir ce soir, ou le Camerounais lambda? Alors, je dirais ceci, quand on parle on ne parlera pas en fait de cause, hein, dans le cancer, on va parler de facteurs de risque. Ça veut dire quoi? Plus tu es exposé à quelque chose, il y a la probabilité de développer peut-être cette maladie. Donc il faut commencer par dire qu'il faut éviter ces facteurs de risque. Donc on ne va pas parler de façon globale, il faudra parler de chaque cancer, parce que tous les cancers n'ont pas les mêmes facteurs de risque. Si on prend le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, ils ont des facteurs de risque différents. Le cancer du col de l'utérus, vous allez voir, le facteur de risque majeur, et je pourrais dire même exclusif, c'est le Human Papilloma Virus, c'est-à-dire le virus du papillome humain, le HPV. C'est un virus. Donc, c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Mais on ne sait pas, on ne vous dira pas que c'est l'homme, c'est la femme. C'est là. C'est là, pour éviter les problèmes. Donc, il faudrait déjà, dès le début, organiser, comme on l'a dit, la vaccination. La vaccination concerne les jeunes filles qui n'ont pas encore d'activité sexuelle. C'est d'abord la condition. Une fois vacciné, on a la chance de ne pas développer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Parce que le cancer du col de l'utérus ne s'installe pas de façon spontanée. Il y a des étapes, ce qu'on appelle l'histoire naturelle du cancer, des processus, et un processus pour qu'on arrive au niveau du cancer. Donc c'est ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Ce sont ces lésions qu'on recherche pendant le dépistage. Une fois qu'on a retrouvé ces lésions pendant le dépistage, on peut les soigner afin que ces lésions ne se développent pas en cancer dans l'avenir. Très bien. Alors, docteur Elundu, vous abordez on voit une insigne qui montre bien que vous êtes en pleine campagne de sensibilisation. Que dites-vous aux femmes qui vous écoutent ce soir? Je dis aux femmes qui nous écoutent ce soir, c'est qu'il faut, pour le cancer du sein, parce que c'est le mois du cancer du sein, il faut faire l'autopalpation des seins. Pas pendant la période, la semaine qui précède les règles, mais en général 10 semaines après les règles.
10 jours, c'est ce que je voulais dire, 10 jours après les règles, il faut palper chaque sein, il faut se mirer, regarder ses seins si quelque chose a changé. Il faut les palper, les techniques, il faudra regarder sur Internet, il faudra essayer de voir s'il y a quelque chose d'anormal. Et si vous voulez apprendre la technique, vous pouvez vous rapprocher d'un institut sanitaire, une institution sanitaire. On va vous montrer comment palper les seins pour découvrir s'il y a un nodule. Pour le cancer du col de l'utérus, les femmes qui sont déjà en activité sexuelle doivent toujours garder dans leur tête qu'il faut faire un frottis cervico-vaginal tous les 2 ans, au moins. Et il faut savoir que plus on avance en âge, plus on a un risque de faire un cancer. Au-delà de 40 ans, comparé à une jeune fille, par exemple, de 18 ans, 17 ans, on a plus de chances de faire un cancer. Donc, les mamans, les femmes, passé 40 ans, il faut commencer à voir vos gynécologues ou vos médecins de famille pour qu'ils vous fassent un check-up pour dépister un cancer à son début. Ok, alors, docteur Ananga, il vaut peut-être mieux expliquer aux femmes comment faire cette opération de l'autopalpation du sein. Alors, on va essayer autant qu'on pourra sans les images. Donc, le but de l'autopalpation du sein, c'est d'examiner ces 2 seins pour rechercher toute chose qui peut être anormale. Alors, la première étape, c'est l'inspection, c'est-à-dire qu'on regarde avec ses yeux. Et pour cela, il faut se mettre face à son miroir. Naturellement, on a la poitrine nue parce qu'on doit avoir voilà, ces 2 seins face au miroir. Et donc, on met d'abord les mains le long du corps et puis on peut aussi les mettre sur le dos. On regarde s'il y a un changement dans la position des seins, dans la position des mamelons. On recherche s'il y a une modification au niveau de la peau. Ça peut être ce qu'on appelle la peau d'orange, dont on a un aspect dur avec des pointillés exactement comme sur une peau d'orange. Ça peut être une rétraction, donc le mamelon peut être retiré en arrière, ou bien ça peut même être une sorte de creux au niveau de la peau, c'est-à-dire que la peau est tirée en dedans, donc ça fait qu'il y a ce creux qui se forme. Dès qu'il y a une anomalie, il vaut mieux consulter. On ne dit pas que toute anomalie c'est le cancer, mais s'il y en a une, on consulte. Alors la première étape, c'est l'inspection avec les yeux. La deuxième étape maintenant, c'est la palpation. Alors la palpation, elle va se faire étant debout, pour les femmes qui ont de petites poitrines, un peu comme moi là. Et puis pour celles qui ont des poitrines plus fortes, il vaut mieux le faire étant couché. Le principe est qu'on palpe un sein après l'autre. Pour le sein gauche, on va utiliser la main droite. Pour le sein droit, on va utiliser la main gauche. Alors le sein, c'est fait principalement de graisse, donc de tissus graisseux, dans lesquels il y a des glandes. Et quand on touche le sein, il est mou, un peu comme un oreiller. Le sein est posé sur la cage thoracique qui est faite d'os et avec les muscles intercostaux qui ne sont pas très étendus. Donc on sent vraiment l'os derrière. Et c'est la même chose pour les doigts. Les doigts, c'est beaucoup plus les os, les phalanges, avec un peu de muscles. Donc lorsqu'on va prendre les doigts, on essaie de faire quelque chose de dur. Et on va palper ses seins en appuyant la main contre la poitrine. Donc on a quelque chose de mou qui se retrouve entre 2 choses dures. Donc, on va essayer de couvrir dans toutes les surfaces. Il y a plusieurs techniques. On parlait de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur. On peut faire des cercles. On commence à l'extérieur, on tourne comme ça en palpant jusqu'au niveau du mamelon. On peut aussi, il y a une autre méthode qu'on appelle la méthode des quarts. Donc, on commence d'un quart de l'extérieur vers l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Et puis, on palpe au niveau du mamelon. Quand on palpe, on recherche si on a une boule ou un changement de texture. Donc, en cas de doute, il vaut toujours mieux voir un médecin et d'être rassuré qu'il n'y a rien. Ce n'est pas encore fini. Quand on a fini de palper au niveau du sein, on va palper au niveau des aisselles pour voir si on a une masse, une boule. Et on va aussi palper là au-dessus des clavicules, parce que dans certains cas, le cancer va se manifester simplement par l'apparition d'une grosse boule là, un gros ganglion, on palpe là. Donc si tout est vide, c'est bien. S'il y a quelque chose de dur, on vient à l'hôpital. Et dernière étape, quand on a fini, on va un peu presser les seins. Bon, pour les femmes qui ont déjà allaité, surtout si monsieur aime bien vos seins, bon, il est possible qu'en pressant, il y a un peu de liquide, un peu comme en début de lactation. Sinon, en temps normal, il ne devrait pas avoir de sécrétion. Et maintenant, si vous pressez qu'il y a une sécrétion, surtout si c'est une sécrétion sanguinolente, comme s'il y a un peu de sang dedans, il faut absolument aller à l'hôpital. Donc voilà les différentes étapes. On ne dit pas que toutes les boules sont des cancers, mais si c'est une boule, ça peut être un cancer. Donc il vaut mieux se rassurer.
Voilà. Ok. Et cette opération-là doit se faire par les femmes? Oui, ça doit. Enfin, le mari peut aider. Hein. Il a tous les droits. Et même actuellement, dans beaucoup de cas, c'est le mari même qui trouve d'abord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, et cet examen se fait une fois par mois, de préférence la première semaine après les menstruations, pour celles qui ont un cycle régulier. Et pour toutes les autres, les ménopausées, vous choisissez un jour du mois et vous le faites tous les mois ce jour-là. D'accord. Vous avez donc rempli votre cahier de charges. Donc, rendez-vous en octobre 2018. Cette fois-là, docteur Elundu, nous espérons que nous aurons quelques chiffres avec l'appui du docteur Ntama. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, docteur Ananga Noah Sidoni. Je le rappelle, elle est médecin anatomo-cytopathologiste. Le docteur Elundu Albertine, qui est médecin oncologue en service à l'hôpital général. Voilà, l'hôpital général de Douala. Vous aussi, docteur Ananga. Et puis le docteur Serge Alexis Lombat, qui est médecin radiologue et qui dirige l'un des centres de radiologie les plus puissants d'imagerie. Voilà, il faut le dire. Docteur Ntama Ambroise, qui est chirurgien cancérologue en service à l'hôpital de district de Daido. Voilà. Bien, merci pour vos analyses. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, avant de sortir, nous restons attentifs. Nous restons mobilisés autour de deux cas qui nous préoccupent ce soir. Marie-Ange et Nadège, ne l'oubliez pas, il faut bien que dans les prochains jours, elles puissent poursuivre leur traitement. Eh bien, vous connaissez évidemment le geste à faire. Il s'agit simplement de faire un SMS en indiquant votre volonté de les soutenir au numéro qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Il s'agit du 690 50 50 94 précédé du 237. C'est un numéro qui est disponible sur d'autres plateformes, donc WhatsApp. Donc vous pouvez simplement faire un message et Irène Tembe se chargera de vous donner la conduite à suivre. Eh bien, merci à la grosse équipe qui m'a accompagné dans cette émission ce soir. Merci également au public qui est venu vivre l'émission en direct avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Merci pour votre aimable attention une fois encore. Retrouvons-nous jeudi lorsqu'il sera 20h45 sur Equinox Télévision, si Dieu le veut. Bonsoir.